Madame, Messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Quel bilan faites-vous des deux processus de Washington et de Doha? La RDC venait de signer une déclaration de principe avec le gouvernement, avec le M23 à l'AFC. Auparavant, le 27 juin 2025, un accord de paix avec le Rwanda. Quel bilan faites-vous de ces deux processus de paix? Nous allons parler de la main tendue du président de la République, Félix Tshisekedi, à son homologue rwandais, Paul Kagame, la main tendue pour la paix des braves. Cette main est-elle une faiblesse, une force, un avantage, un atout? Nous allons en parler dans cette émission. On va revenir sur les conseils de sécurité de l'ONU, sur ce qui se passe au Conseil de sécurité de l'ONU. Y a-t-il des voix qui soutiennent la RDC? Est-ce avantageux ou non? Nous allons en parler avec un invité. On va vous le présenter. Mais d'abord, je vous signale que cette émission va passer dans 3 chaînes de télévision, dans 3 émissions différentes. D'abord, Univers TV avec le plateau spécial. Dedi Kaniki, bonjour, bienvenue. Ambroise Mamba, merci beaucoup de m'avoir associé à cet échange qui nous permet de recevoir sur ce plateau un grand Congolais, pour le compte de mes téléspectateurs de haute facture, comme j'ai l'habitude de les appeler. Encore une fois, merci. Merci. Également, cette émission va passer sur Antenne A, dans l'émission Le Rendez-vous. C'est avec Ben Lumba. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci également Edi Kaneki et à vous, Ambroise Mbamba, de nous associer dans ces débats du reste intéressant pour faire bouger les lignes dans notre pays. Et bonjour également aux téléspectateurs qui vont nous suivre à travers cette capsule. Merci. Tous les 3, nous avons un seul invité. Il va passer à la barre tout à l'heure. Il s'agit du professeur Tshibangu Kalala. Bonjour, bienvenue. Bonjour Ambroise Mamba, bonjour Ben, bonjour Edi. Tout le plaisir que j'ai aujourd'hui d'être devant vous. Le professeur Tshibangu Kalala n'est plus à présenter. Il est professeur de droit à l'université de Kinshasa, spécialiste de droit international, de droit public et de politique internationale. Alors, nous voulons beaucoup plus votre casquette des spécialistes des politiques internationales, parce qu'avec vous, nous voulons parler un peu de ces bilans de 2 processus de paix de Washington et de Doha, pour un peu savoir comment vous évaluez. Alors, on vous avait reçu sur ce plateau pour évaluer l'accord de paix signé avec le Rwanda le 27 juin à Washington, la déclaration de principe signée entre le gouvernement congolais, l'AFC et le M23 un certain 19 juillet 2025 à Doha. Et aujourd'hui, on veut savoir quel bilan faites-vous de ces 2 accords? Merci mes chers amis. Commençons d'abord par l'accord de paix de Washington du 27 juin 2025, accord bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Sur papier, c'est un bon accord. L'architecture est belle. Même si on a mélangé les problèmes de paix et de sécurité qui préoccupent avec des questions économiques et financières, d'investissement, etc. Ça brouille un petit peu le message. Mais c'est une architecture qui est belle et qu'il faut soutenir. Et je continue à soutenir cet accord. Mais cela ne signifie pas que c'est un accord qui est facile à exécuter sur le terrain. N'oublions pas, mes chers amis, que la guerre dans notre pays, ça dure depuis plus de 30 ans. Il y avait un délai qui était prévu. Le calendrier qui était en annexe de cet accord et qui faisait partie, ou qui fait toujours partie de cet accord, c'était 90 jours. On estimait que de juin à septembre dernier, on devait avoir terminé tous les problèmes. Et quel problème? Le Rwanda devrait avoir déjà retiré tous ses soldats de notre territoire. Et cela dans la continuité, dans l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Le M23 devrait avoir démantelé totalement ces administrations illégales, parallèles, et le FDLR, donc les rebelles armés rwandais qui sont sur notre territoire, devraient avoir été neutralisés, c'est-à-dire désarmés, réintégrés au Rwanda, ailleurs, ou dans la vie civile. Force est de constater, mes chers amis,
que cela n'a pas été fait dans le délai qui était prévu. Et ce qui était l'arrivée, le point d'arrivée, est devenu aujourd'hui le point de départ. C'est à la fin du mois de septembre qu'on dit, bon, c'est maintenant qu'on va commencer à partir du 1er octobre. Cela signifie que ce qu'on attendait n'a pas été fait pendant 3 mois. On nous dit aujourd'hui que le 21, le 11, le 21, on va commencer maintenant ce travail de retrait des troupes rwandaises et de neutralisation des FDLR. Bon, attendons voir. Ce n'est pas facile, mais espérons que cette fois-ci, on ne va pas encore aller dans les prolongations. D'ici décembre, on ne va pas dire oui, ce n'était pas encore suffisant, qu'on ajoute encore une autre période. Là, ça ne va pas. Et j'aimerais, M. Bamba et dit M. Ben, attirer l'attention de la société civile et de la société politique de notre pays sur ce que nous avons vécu il y a 26 ans dans notre pays, pour que ça ne puisse pas se répéter. Il faut que les dirigeants, les autorités, nous tous, vous, que nous puissions ouvrir l'œil et le bon, que nous puissions être vigilants et exigeants pour que cela ne se reproduise pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes le 10 juillet 1999. 10 juillet 1999. À Lusaka, en Zambie. 6 pays et 2 mouvements rebelles congolais signent un accord de paix, un accord de cessez-le-feu de Lusaka. Il y a là la RDC, le Zimbabwe, l'Angola, la Namibie, le Rwanda, l'Ouganda, plus 2 mouvements rebelles, le MLC et le RCD. 1999. Le 10 juillet. Accord de cessez-le-feu de Lusaka. Accord de paix. Il y a un calendrier en annexe. Il dit, toutes les troupes étrangères doivent quitter le territoire congolais au bout de 180 jours. 6 mois, 180 jours. 180 jours. Avec des oui, jour J moins 10, jour J plus 20, jour J plus... Un peu comme on a fait à Washington. Qu'est-ce qui se passe après? Le Rwanda et l'Ouganda ne respectent pas ce calendrier. Mais je vous parle, ce qui est mieux documenté, le cas de l'Ouganda. Eh bien, après, le 8 avril, on signe notre accord pour constater que dans les 6 mois, on n'a rien fait. On signe notre accord, le plan de désengagement de Kampala, le 8 avril 2000. Encore un délai de 6 mois. On constate que dans les 6 mois, on n'a rien fait. On signe cette fois-ci le plan de désengagement de Harare, le 6 décembre 2000. 6 mois. Et puis on constate que ça n'a pas marché. On signe l'accord de Luanda le 6 septembre 2002. Quelques mois après, on voit que ça ne marche pas. Et on vient, on fait encore un amendement à l'accord de Luanda à Dar es Salaam le 10 février 2003. Et ce n'est que le 2 juin 2003 que le dernier soldat ougandais a quitté notre territoire. 4 ans après, pratiquement. Ce qui était prévu pour être réalisé dans 6 mois, mes amis, mes frères, on a pris 4 ans pour que les troupes ougandaises quittent notre pays. La fin justifie les moyens. Hein. Avec des moyens de retardement. Des gens devaient continuer à exploiter l'or, à couper le bois là-bas. Et le gouvernement, l'Ouganda a provoqué des conflits entre les Hema et les Lendu, comme des pompiers pyromanes. Ils disaient, si vous voulez que je retire mes troupes, mais les gens vont se massacrer, s'exterminer là-bas, à Irumu, à Djougou, entre Hema et Lendu. Finalement, l'ONU a dit, non, restez encore un peu, ne partez pas. J'ai plaidé cette affaire avec des amis devant la Cour internationale de justice en 2005. Et devant la Cour internationale de justice, qu'est-ce que l'Ouganda a dit? Non, mais mes troupes sont au Congo de manière légale parce que le gouvernement congolais a toujours accepté qu'on puisse prolonger la présence des troupes. Eh bien, il ne faut pas qu'on tombe dans le même scénario. Aujourd'hui, il faut que notre gouvernement, les négociateurs, nous tous, que nous soyons vigilants, que le Rwanda ne nous embarque pas dans ce qui a été fait
après l'accord de cessez-le-feu de Lusaka. C'était pareil avec le Rwanda. Ok. Et donc, il faut faire très attention. À l'époque, on signait des accords. Voyez-vous, on se retrouvait, on décide, on provoque. Mais cette fois-ci, je vois que c'est par de simples communiqués. On dit non, mais maintenant, on va aller, dans 2 semaines, on va reprendre. Mais on verra d'ici décembre. Donc, on est en train de modifier l'accord de Washington, s'agissant des calendriers. On le modifie par voie de communiqué du comité de surveillance conjointe. Donc, j'aimerais attirer l'attention de nous tous, parce que c'est un point qui nous concerne tous, pour qu'on soit vigilants de ce côté-là. Qu'il ne faut pas qu'on se retrouve en 2028 ou 2030 Avec les réalités de 1990. avec les troupes rwandaises sur notre territoire. Très attention. Donc, au total, l'accord de Washington n'est pas encore exécuté sur le terrain comme on s'y attend. Il y a des prolongations. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se terminer. Mais gardons l'espoir et continuons à faire des pressions sur le garant, le gouvernement américain, parce que tous nous avons applaudi la présence des États-Unis dans cette affaire, dans ce dossier, qu'ils vont secouer avec un fouet pour le ménager. Mais je constate que les choses n'ont pas bougé, n'ont pas avancé comme on l'avait espéré. Mais il faut continuer, il ne faut pas perdre espoir, mais il faut qu'on avance. Mais en attendant, on reviendra sur cette émission. Qu'est-ce que nous devons faire en tant que peuple, en tant qu'État? Qu'est-ce que nous devons faire face à ces blocages, ces retardements? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, on va revenir à cette question, mais lorsque vous vous rappelez ce qui s'est passé en 1999, pour que les Ougandais quittent la RDC en 2003, 4 ans après, ça fait un peu peur, professeur, ça fait un peu peur. Et alors, en tant que spécialiste de la politique internationale, comment justifiez-vous cela? Les responsabilités. Est-ce que c'est une question, une faiblesse congolaise ou bien manque de sincérité de la part des partenaires? Oui. Monsieur Mamba, un État digne de ce nom n'a pas d'amis. Nous partageons, vous et moi, une passion pour les sciences politiques. Ouais, juste... La politique intellectuelle fait partie des sciences politiques. Justement. Un État qui se respecte, digne de ce nom, n'a pas d'amis. Il n'a que des intérêts. Il n'y a aucun pays au monde qui va défendre les intérêts de la RDC. C'est notre peuple avec ses dirigeants. C'est nous qui allons défendre nos propres intérêts. Les autres peuvent profiter de nos faiblesses pour défendre leurs propres intérêts. Vous devez savoir que notre pays a été maintenu par des grandes puissances, c'est une puissance extérieure, dans un état de tutelle. Il faut affaiblir la RDC pour pouvoir contrôler ce pays riche et immense. Il y a des moyens. Il faut qu'il soit faible, qu'il dépende de nous. Il ne peut rien faire sans notre autorisation. Et pour relever la tête, ça ne dépend que de nous. La défense de nos propres intérêts. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il faut faire? On va aborder ça. Mais pour le moment, je n'attends rien d'aucun pays. Mais pourquoi justement vous n'attendez... C'est nous-mêmes. Pourquoi justement vous n'attendez rien, sachant que tous ces accords sont signés sous les auspices des intermédiaires? En ce qui concerne l'accord de Washington, on a parlé des États-Unis, et donc quelque part les intermédiaires jouent le rôle d'arbitre, et si ça ne marche pas entre les deux pays protagonistes, est-ce que la responsabilité ne revient pas justement aux intermédiaires, aux médiateurs, et pour la dernière, les États-Unis? Les États-Unis, parce qu'on a parlé beaucoup de Boulos, etc. Oui, Massad Boulos, qui a fait des déclarations. Sachez que Massad Boulos, c'est un soldat américain, un soldat politique, un soldat diplomatique, un soldat économique, recruté pour défendre les intérêts des États-Unis en Afrique et dans le monde. Il n'est pas là pour défendre les intérêts de la RDC, ce n'est pas son pays. Il n'est pas là pour la RDC. Sinon, ce sera de la naïveté.
ceux qui sont pour la RDC, c'est le président de la République, nos propres dirigeants, qui défendent nos intérêts. Si les États-Unis constatent que dans cet accord de Washington, leurs intérêts ne sont pas défendus, ils vont partir. Bon, les États-Unis ont quitté l'Afghanistan en laissant tout ce qu'ils avaient comme autorité d'Afghanistan. Ils ont pris fuite et les États-Unis ont plié bagages, ils sont partis. Les talibans sont au pouvoir aujourd'hui. Donc, il ne faut pas être naïf dans les relations internationales. Les intérêts de la RDC ne peuvent être défendus que par les Congolais eux-mêmes et avec nos propres dirigeants. Bien entendu, nous devons coopérer avec le monde entier. Nous devons ouvrir les portes, travailler avec tout le monde. Il n'y a pas de problème. Mais dans la défense de nos propres intérêts, chercher à voir comment nous pouvons harmoniser nos intérêts avec les intérêts des autres, parce que nous ne sommes pas seuls dans le monde. Nos intérêts doivent primer. Nous devons les mettre en concordance, en harmonie, en concluant des partenariats gagnants-gagnants. Très important. Donc, il ne faut pas attendre d'un État qui serait un État providentiel étranger qui viendra régler nos problèmes. Ça, le médiateur, ils existent bien. Oui, mais je vous ai dit que ceux qui interviennent dans ce processus, que ce soit le Qatar ou les États-Unis, ils le font d'abord, avant tout, pour leurs propres intérêts. Ce n'est pas pour nos beaux yeux. Parce qu'ils peuvent quitter à tout moment. Les États-Unis peuvent dire, bon, ces histoires-là des Africains, ils ne comprennent rien, on a voulu faire quelque chose, ça ne va pas, nous partons. Qu'est-ce que vous faites? Vous comprenez ça? Bon, ils l'ont fait en Afghanistan, je peux donner des exemples. Voyez-vous. Au Vietnam, les Américains ont plié bagages, ils ont laissé les Vietnamiens. En Irak. Donc, il ne faut pas être naïf. Mais pour le moment, puisque les États-Unis ont leurs intérêts, et c'est mis dans l'accord, c'est mis dans l'accord de Washington, ils veulent accéder, sécuriser les chaînes d'approvisionnement aux ressources critiques, le coltan, le cobalt, le lithium, etc., dans le cadre de la transition énergétique. C'est très bien, et c'est tout à fait normal, il n'y a aucun reproche à faire au gouvernement américain, parce que le gouvernement défend ses propres intérêts. Il n'y a aucun reproche à le faire. C'est tout à fait normal, c'est logique. Mais cela ne peut pas nous empêcher, nous, peuple congolais, nous dirigeants, de défendre nos propres intérêts et de trouver des partenariats gagnant-gagnant avec les États-Unis, l'Union européenne, avec les autres, avec la Chine ou la Russie. C'est tout à fait normal. Donc les intermédiaires, nous pouvons insister pour dire aux États-Unis, voilà, vous êtes le garant de l'accord, le Rwanda ne veut pas retirer ses troupes, sans condition. Et là, pour répondre à Idi, moi je suis défenseur de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Tout à fait. L'accord de Washington est inférieur à la résolution. Est inférieur à la résolution. Est subordonné à la résolution. Rien ne peut être accepté dans cet accord qui contredit la résolution 2773. Parce que c'est la résolution, disons, c'est le Conseil de sécurité qui est chargé du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. Ce n'est pas les États-Unis. Et donc, l'accord de Washington doit être une manière d'exécuter et d'appliquer la résolution 2673. Si ça ne marche pas, l'accord, pour moi, je proposerai à notre peuple, à la société civile, société politique, de dire au Conseil de sécurité, attention, vous avez, dans le cadre de vos compétences, vous avez pris une décision historique majeure le 21 février 2025, la région 2773. Vous, les grandes puissances, vous avez dit le Rwanda doit retirer ses troupes sans condition. Le M23 doit démanteler ses infrastructures administratives et illégales sans condition. Mais il ne faut pas que le calendrier qui est dans l'accord devienne maintenant une condition préalable. Pour dire, bon, pour que les troupes rwandaises partent, mais il faut d'abord qu'on puisse désarmer les fédérés. Non, ce n'est pas dit dans la résolution 73. Donc il faut que le message des autorités soit clair et cohérent. J'ai beaucoup apprécié les déclarations de notre représentant permanent à New York, il y a 2 jours, l'ambassadeur, notre représentant permanent, il est dans l'axe politique, diplomatique et juridique de la région 2773. C'est ça le message qu'il faut dire. Voilà, vous êtes la grande puissance, mais votre autorité est bafouée et piétinée par le Rwanda, qui pose des conditions là où vous avez dit qu'il n'y a pas de conditions. Qu'est-ce que vous faites? Donc il faut agir, il faut prendre des sanctions
pour punir le Rwanda. C'est ce qu'il faut faire. Professeur, il y a 2 jours passés, il y a eu évidemment un autre round entre Kinshasa et AFC Barème 23. D'ailleurs, voilà qui a pondu, qui nous a finalement donné l'occasion de signer un accord, une signature de mécanisme de vérification de cessez-le-feu. Plusieurs avertis pensent que c'est une voie déjà balisée, toute balisée d'ailleurs, qui permettrait finalement qu'il y ait la mise en œuvre de l'accord de Washington signé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le 27 juin de l'année en cours. Alors, quel est votre point de vue, du point de vue, je dirais, passez-moi la redondance, faisabilité du dit accord? Tout ce qui peut être fait pour régler ce problème de manière pacifique est bienvenu, il faut l'appuyer. Je soutiens le processus de Doha, comme je soutiens celui de Washington. Mais moi, je suis dans le peuple, j'ai besoin des résultats. Je ne veux pas dans le peuple. Mais je suis dans le peuple, avec vous. Vous comprenez? Je suis dans le peuple, j'ai besoin des résultats. Je n'ai pas besoin de belles phrases. Oui, on était là, on a déclaré, oui, tel a dit. J'étais même, je peux vous dire, franchement, j'ai vu lors de la dernière Assemblée générale de l'ONU à New York, quand le président Macron a dit nous sommes là pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC, la souveraineté de la RDC. J'ai vu les délégués congolais qui étaient dans la salle contents en train d'applaudir. Ils ont applaudi. Une belle phrase. Mais qui en réalité n'apporte rien. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils applaudissent? Si j'étais dans la salle, j'allais leur dire, arrêtez d'applaudir. Nous avons entendu ces belles phrases depuis des années et des années. Ouais. Nous, peuple congolais, nous avons besoin maintenant des actions concrètes sur le terrain. Vous comprenez? Avec la Russie et l'Ukraine, on ne fait pas de belles phrases, on agit. Ouais. On envoie l'argent, on envoie des armes, on fait ceci, etc. Chez nous, on n'a plus besoin de belles phrases. Nous avons besoin de mesures concrètes sur le terrain pour agir, arriver au résultat. Donc, s'il y a eu ces accords dont vous parlez à Doha, de problèmes des réfugiés, change de ceci, etc. Bon, c'est un processus. Mais ça ne m'intéresse pas, moi, personnellement. En tant que peuple, j'ai besoin des résultats. Quand est-ce que le M23 va démanteler ces administrations? Parce qu'ils sont en train de conquérir encore des territoires. Ils sont maintenant à Chambou, à Mwenga, ils occupent des mines. On vient de signer un mécanisme de vérification de cessez-le-feu. On n'a pas besoin de cessez-le-feu. On n'a pas besoin de cessez-le-feu. On a besoin du départ. Moi, je suis dans la résolution 2773. Exactement. Je ne suis pas dans les accords parallèles. On a été à Doha, on a dit ça, on a été à... Moi, je suis dans la résolution 2773, qui ne pose pas de conditions. Attends, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si ce que j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai. Il semble que nos délégués à Washington, ils auraient dit que nous refusons de signer l'accord économique parce que les troupes rwandaises sont encore là. Ça c'est vrai, c'est confirmé, ça c'est officiel. Ça c'est très bien. Ça, c'est la voie officielle. Voilà, ça c'est très bien ça. Je suis satisfait. Mais ils auraient ajouté, je ne sais pas si c'est vrai, que pour qu'on signe, il faut au moins 90%, 90% des troupes rwandaises quittent le territoire. Ils auraient dû ajouter ça. Ils auraient ajouté cela. Pourquoi? Alors, si c'est vrai, je ne suis pas sûr parce que sur les réseaux sociaux on écrit n'importe quoi. Si c'est vrai, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Je vous alerte. Je nous alerte pour dire que si vous faites ça, si c'est vrai, il faut me dire comment vous allez compter les 100% des soldats rwandais et dire bon, c'est bon, nous sommes satisfaits. Il y a 100%, 90 sont partis et puis on garde 10. Qui va compter ça? À travers le mécanisme de suivi, comme qui va compter ça? Donc la bonne stratégie, c'est de parler en termes de 90%. Vous croyez que Kagame va vous dire que j'ai autant de soldats au Congo et que j'enlève 90% de ce contingent et on peut garder encore 10%. Qui va faire ce contingent? C'est qui? Plus encore. Et les 10% qui restent là, ils font quoi? Quel est leur travail? Là, vous allez maintenant
accepter la présence de l'armée rwandaise sur notre territoire. Si Donc, vous acceptez les 10%. Ok. Si vous acceptez les 10%, ils vont s'ajouter dans les 10%. Dans les 10%. Même si vous les comptez le matin, 10%, la nuit, ils vont traverser la ils sont toujours 10%. Il y avait 30 000, dans les 30 000, c'est 10%. Non, mais professeur, peut-être Et que... donc, j'ajoute, pour terminer sur ce point, aucun soldat rwandais ne doit être sur notre territoire pour quelque raison que ce soit. Il n'y a que les FARDC, notre armée, qui doit être sur notre territoire. On peut accepter encore la MONUSCO, l'armée internationale, qui travaille avec notre armée. On ne peut pas accepter, si c'est vrai ce qui a été dit, qu'on garde 10%. C'est vrai, ça a été dit, c'est officiel. 10%. 80%, pour qu'on garde 10%. C'est officiel. C'est une catastrophe. Qui va compter les 10%? Les 10%. Dans les montagnes là. Moi j'ai été, je connais Goma, Bukavu, Kanyabayonga, Beni, Butembo. J'ai déjà été partout comme avocat, je plaidais des procès là-bas. Dans les collines, qui va compter? Kagame va mettre aligné, se dit voilà, j'ai 6 000, eh bien 10% de 6 000, ça me fait, c'est pas 600 000. 600. C'est 600, et donc je garde 6. Qui va compter ça? Ça révèle en même temps, professeur, une faiblesse des négociateurs congolais. Il ne faut pas dire ça. Okay. Parce que si vous dites 10%, on compte le matin 10%, la nuit, d'autres reviennent. Ils reviennent, c'est tout fort. Et vous acceptez... La quantité augmente, mais les pourcentages restent les mêmes. Vous allez légaliser la présence des troupes rwandaises sur notre territoire. Il ne faut pas dire des choses pareilles. Aucun soldat rwandais n'a le droit de rester sur notre territoire. Au regard d'un calendrier, naturellement, le calendrier dont vous avez fait allusion. Nous sommes le seul pays en Afrique où il y a des soldats étrangers, des pays, qui sont là contre la volonté de notre pays, de notre peuple, de notre peuple. Le seul. Alors, et c'est une humiliation tous les jours ici. La présence des soldats rwandais, c'est une humiliation, une insulte. Inacceptable. Alors, rentrons à Douala. Ce n'est pas vrai. Mais si c'est vrai, franchement, moi j'exprime mon désaccord. J'exprime mon désaccord. Alors, rentrons à Douala, professeur. Okay. Le processus est en veilleux. Et Massad Boulos, toujours il faut parler de lui, c'est ce soldat politique, diplomatique américain qui mise sur les intérêts américains, qui a dit que le M23 c'est la pièce maîtresse du puzzle. Peut-être pour expliquer que si les choses ne marchent pas, c'est la pièce maîtresse du puzzle. Ça installe le M23, l'AFC, ça lui donne toute la place qu'il faut. Ok. Je ne vais pas commenter, je vous ai dit, les déclarations des uns et des autres. Okay. Je commente, moi, le fait. La résolution du 2773. Qui n'a pas posé ces conditions-là. À San Francisco, quand on crée les Nations Unies, ce sont les États-Unis qui ont proposé l'idée de créer un directoire mondial, un conseil de sécurité composé de 5 membres qui ont le droit de veto. C'est une idée des Américains qui a été acceptée et qui ont donné le pouvoir à cet organe spécial, le pouvoir de prendre des décisions, des sanctions, même militaires, diplomatiques, politiques, économiques, contre un État qui trouble la paix et la sécurité dans le monde. Et ils ont ciblé et cité cet État nommément, le Rwanda. Et il faut que les puissances qui sont là prennent leurs responsabilités. J'ai suivi encore il y a 3 jours le Royaume-Uni, la France, qui ont repris la chanson en disant le Rwanda doit retirer ses troupes immédiatement. Le M23 doit démanteler immédiatement. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas nous dire oui, mais allons maintenant discuter, faisons un calendrier, faisons ceci. Là, si nous nous lançons dans ce processus, sans précaution, nous allons nous trouver dans ce qui est arrivé à Lusaka. Oui, mais vous avez parlé, vous et nous avons parlé de médiateurs. Vous êtes revenu sur la résolution 2773 de Nations Unies. Jusque-là, les recommandations de cette résolution ne sont pas encore exécutées.
qu'attendent donc les Nations Unies pour agir? Oui. C'est le travail qui doit être fait par notre gouvernement. Et j'ai apprécié les interventions de notre représentant permanent qui a fait de belles déclarations au Conseil de sécurité il y a 2 ou 3 jours. Zeno Makengo. Oui, c'est bien. Il a très bien parlé. Il faut continuer à nous exprimer, à demander l'intervention du Conseil de sécurité, pas par des phrases. Nous sommes fatigués avec les phrases, nous le peuple. Nous avons besoin de mesures. Je vous rappelle, en 1992, c'était parti en 88, un attentat de Lockerbie. Lockerbie, c'était un village d'Écosse. On a impliqué Kadhafi dans cette affaire. Entre les Irakiens et les Américains. En 1995, à Lockerbie, qui avait tué 289 passagers, y compris les équipages. Et quand les débris de l'avion tombent sur le sol, tombent dans un village, Lockerbie, et tue 11 personnes au sol. Total 300 personnes. Après enquête, on a trouvé que c'est la Libye, Kadhafi donc, qui avait organisé cet attentat. La France, les États-Unis et l'Angleterre, c'est tous les 2 derniers pays qui avaient beaucoup de ressortissants dans cet avion, ont dit Kadhafi, vous devez livrer les 2 suspects qui avaient placé les bombes dans l'avion et vous devez indemniser. Le Conseil a pris des sanctions très sévères. C'est là justement l'essence de ma question. Hein. Pour la mort de 300 personnes. Des sanctions très sévères. Embargo aérien. La Libye a souffert. Jusqu'au jour où Kadhafi a cédé, a livré les 2 suspects et a payé 3 milliards de dollars de dommages et intérêts à raison de 10 millions par victime. Pour 300 personnes qui étaient tuées. Mais le Rwanda a tué combien déjà à Goma? 6 millions, hein, pas des millions. Des millions de personnes. Prenons à partir de janvier. Combien sont morts? On parle de plus de 10 000. Combien sont morts? Et qui continuent à mourir aujourd'hui. Et donc il faut demander aux autres, bon, faites ce que vous avez fait contre Kadhafi pour 300 personnes qui étaient tuées. Leur demander la même chose. Bien sûr. C'est la résolution 748. Il faut leur demander de prendre des sanctions contre Kagame. Des sanctions ciblées. Pour qu'on applique la résolution 2773. Si vous allez dans les négociations, dans des reports, des calendriers, sur calendriers, des discussions, nous allons retomber dans l'affaire de l'Ouganda. Donc il faut des sanctions. Moi je plaide pour ça. Oui, mais moi je pose justement la question. Pourquoi jusque-là on n'en a pas encore? Mais justement, mais c'est la politique. Le Conseil de sécurité, ce n'est pas une cour de justice. Ça, c'est la politique. On apprécie tous les problèmes sur l'angle politique. D'ailleurs, amener les 5 membres permanents, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, pour la première fois, à cibler le Rwanda en disant que vous êtes à Goma, vous avez tué les gens, vous avez participé au combat, vous retirez vos troupes. Ce n'est pas facile. Et donc, il faut poursuivre ce travail-là. Professeur, L'accord, c'est un accord, mais il faut que les grandes puissances, dont l'autorité est bafouée aujourd'hui, parce que depuis février, rien n'est fait, y compris sur le terrain, il ne faut pas qu'ils se cachent derrière Doha, derrière Washington. Non, messieurs, vous prenez des dispositions. Et donc, il faut agir vite, parce que les gens sont morts, ça continue à mourir, votre autorité est bafouée, et donc il faut agir vite, il faut cette pression-là. Professeur, j'ai 2 questions. La première serait de savoir, si je vous suis bien, vous avez tendance à dire qu'il y a la politique internationale, sinon les Nations Unies, travaille sur base de la politique de géométrie variable. Et deuxièmement, ça serait de savoir, j'ai suivi le chef de l'État lors du forum Gateway. Il a dit clairement, il a nourri ses regrets plutôt. Il a dit qu'il aurait aimé que tout le travail se termine ici en Afrique. D'ailleurs, il a salué le travail abattu par le président João Lourenço. Mais fort malheureusement, on est revenu sur la case du départ avec les Nations Unies. Pensez-vous que c'est fait à dessein, le fait pour les Nations Unies, sinon les acteurs ou les parties prenantes sont en train de traîner les pas pour que finalement ils tirent profit de minerais de la République démocratique du Congo, sinon les économies de la République démocratique du Congo? Il y a des réseaux anti-Congo qui travaillent et pro-Rwanda. Tous ceux qui étaient impliqués dans les pillages de nos richesses, des réseaux américains, européens et autres. Ils n'ont pas des armées, hein? Ils n'ont pas des armées.
Ils ont des relais, des réseaux sécuritaires, des réseaux financiers, des réseaux économiques. Et alors pourquoi nous, on ne ferait pas autant? Mais justement, c'est ce que je vais répondre à cette question-là. Tous ceux qui veulent voir un Congo faible, mais ils n'ont pas des armes. Kagame n'est pas seul. Vous comprenez? Et donc nous devons réagir vigoureusement en mettant tout le monde devant ses responsabilités. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il faudra faire? Eh bien, des spécialistes de l'université Harvard aux États-Unis, ils ont conçu un modèle de réflexion et de travail qu'ils ont mis à la disposition des dirigeants, qu'ils appellent en anglais Best Alternative to a Negotiated Agreement, meilleure alternative à un accord négocié. Il faut travailler là-dessus. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous? Il faut que nous, nos dirigeants, et j'alerte la société civile, la société politique, et les politologues que vous êtes, M. Mamba, pour qu'il est temps que nous puissions travailler sur notre propre BATNA. Bon, les anglo-saxons aiment bien les abréviations, et les sigles, les acronymes, ils aiment ça. Donc notre meilleure alternative, pour que nous puissions peser autour de la table de négociation. Sinon, si on ne le fait pas, comme certains spécialistes le disent, si les gens sont autour de la table en train de manger et que vous n'êtes pas à la table, cela signifie que c'est vous le repas qu'on est en train de manger à la table. Donc, vous devez être autour de la table pour manger avec eux. Hein. Il faut peser pour qu'on vous respecte autour de la table. Sinon, vous êtes la nourriture qu'on est en train de manger. Donc, vous voulez insinuer que le Congo ne pèse pas? Justement. Mais pour que le Congo pèse, il faut qu'on prépare notre alternative. Mais comment la préparer? Oui, je vais y arriver. Donc, pour dire que le Congo doit peser, sinon le Congo sera mangé à la table de Washington et à la table de Doha. Nous devons faire ça. Quand le gouvernement dit « je ne signe pas l'accord économique tant que les troupes rwandaises n'ont pas quitté le territoire », ça c'est très bien. Vous pesez, on vous respecte. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut une doctrine, ça doit être encadré dans une doctrine sécuritaire, la doctrine politique, une doctrine politique, diplomatique, sécuritaire, avec des réseaux partout, secoués de partout, pour que nous puissions avoir notre dossier prêt. On pose tel problème, nous avons la réponse. Okay. Par exemple, j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai appris il y a quelques jours, il y a une semaine, c'est que la MONUSCO a fait dans les Touris, avec le général le Boyan Kachama là-bas. La MONUSCO, des experts militaires de la MONUSCO viennent de former des régiments militaires, des soldats congolais, pour renforcer les capacités opérationnelles, les capacités techniques, le savoir-faire dans la gestion des drones et autres, pour que nous puissions former notre propre armée. Mes amis, si vous n'avez pas une force militaire, vous n'avez pas de diplomatie. Ok. Napoléon Bonaparte a dit une chose. C'est celui qui a l'artillerie qui a raison. Parce qu'on ne sait pas les contredire. Qui s'amuse avec Poutine? On le respecte. Qui s'amuse avec Poutine? Est-ce que les Européens peuvent oser aujourd'hui aller attaquer la Chine comme ils l'ont fait au XVIIe, XVIIIe siècle pour aller dépecer la Chine en morceaux? Et plus récemment l'Israël. Hein? Et donc, mes amis, nous devons construire une force armée dissuasive avec une grande puissance de feu qui va appuyer notre diplomatie. Et manger avec les autres autour de la table. On va vous respecter. L'armée, l'armée, l'armée. Mais on a tendu la main. On a tendu la main à Kagame pour une paix de braves. Faiblesse ou force pour le président de la République qui était... Vous tendez la main à Kagame. Kagame,
tout ce qu'il fait, le premier geste, c'est de cracher dans la main. Ah, il crache dans la main tendue. Mais est-ce que tout ce que Kagame a pu avoir dans sa vie, il l'a obtenu par la violence. Par la violence. La négociation, les signatures des papiers, Kagame, ça ne lui dit rien. Vous comprenez? Mais, pour répondre à votre question de la main tendue, je crois que Mandela, le président Mandela avait déjà répondu à cette question. Bon, j'ai dans ma bibliothèque le livre, l'autobiographie de Mandela. Il a dit ceci: quand vous avez un ennemi en face de vous, et que vous voulez résoudre un problème avec cet ennemi, il faut en faire votre associé. Il faut parler avec lui, tout en sachant que c'est un ennemi. Et il faut l'associer au projet, il devienne votre partenaire dans la solution au problème. Et si lui ne veut pas, il continue à s'entêter, savoir, eh bien, l'histoire va le punir. Donc, si le président de la République a dit que je tends la main à Kagame, ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas de la faiblesse. D'après moi, j'ai fait mon analyse personnelle. Ouais. Allez-y, professeur. Pas avec Vous, société, vous, peuple, vous faites votre analyse. Je suis dans le peuple. Oui. Je ne suis pas dans le pouvoir. Tout à fait. Je suis avec vous dans les rues de Kinshasa. Je considère que ce n'est pas une faiblesse pour le président. Donc c'est pour dire, vous êtes mon ennemi. Le président n'a cessé de traiter Kagame de criminel. Je ne peux pas dire qu'il a changé. Bon, c'est mon analyse personnelle. Bon. Et donc il dit, bon, vous venez, vous avez cassé la bouteille en RDC, venez pour ramasser les morceaux de la bouteille que vous avez cassée. Venez pour qu'on ramasse ensemble. C'est d'abord lui. C'est celui qui a cassé. Venez, je ne suis pas contre vous, venez ramasser ce que vous avez cassé. Et comme ça, on fait la paix. Donc, il a bien fait de le faire. Mais il n'est pas naïf. Je crois que vous ne pouvez pas prendre le président comme un naïf. Il sait ce qu'il a fait. Et c'est bien. Comme Mandela avait dit, vous venez de dire il devait associer Kagame pour dire, mais venez demander au M23 qui est votre... Le M23, c'est votre créature. Votre créature. Venez, je vous tends la main, mais venez demander méthode de parti. Je ne vois pas ce qu'on peut reprocher au président. Je donne mon avis personnel. Cela peut avoir quelle portée dans la dimension internationale, cet acte-là? Oui, mais ça signifie que sur le plan international, on considère, c'est mon analyse personnelle, bien sûr, on considère que le président Tshilombo, c'est un homme de paix. Okay. Il tend la main à son ennemi. Il vient l'associer, il dit, oh, venez, vous êtes mon associé dans la recherche de la paix. Il semble, je n'ai pas le texte de propos du président, il aurait dit, mais à Luanda, on était proche de la décision pour régler ce problème. Je n'ai pas compris. Il a nourri de regrets. À 98%. Il a nourri de regrets. Mais je ne sais pas pourquoi vous avez... Je n'ai pas toujours compris jusqu'à présent pourquoi vous n'avez pas voulu signer cet accord. Bon, maintenant, dans cette situation, moi je suis toujours disponible. Je vous demande qu'on travaille ensemble pour régler le problème. Et ça, c'est bien. Parce que la guerre se termine toujours autour de la table. Ceux qui se battent sur le terrain se battent. Mais les diplomates négocient pour trouver des solutions pacifiques. La meilleure façon de résoudre un conflit, c'est par la voie de l'accord. Parce qu'avec l'accord, chacun sauve la face. Il n'y a pas d'humiliation. Et donc, c'est pour cela que je vous dis que je soutiens l'accord de Washington, l'accord de Doha, si on y arrive. Mais attention, attention, la priorité, c'est la résolution 2773 qui doit être respectée. Alors, professeur, pourquoi le faire du moment où on sait foncièrement bien que Kagame ne respecte pas les accords et les papiers ne représentent absolument rien pour lui? C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé du Conseil de sécurité. Il ne faut pas... Nous, Congolais, nous devons donner un message, un seul message au monde. Le Rwanda doit retirer ses troupes. Non pas conformément à l'accord de Washington,
Conformément à la résolution 2773. C'est quoi la différence entre les deux? Oui, la différence est la suivante. Je viens de poser un examen à l'université à mes étudiants. Sur cette question, justement. Ils vont tricher. Ils vont déjà répondre de toute façon. J'ai leur copie, je suis en train de... ok, heureusement. À leur demander d'exprimer, de disserter sur le lien, le rapport entre la résolution 2773 et l'accord de Washington. Okay. Bon, c'est bien parce que l'examen est déjà passé. Oui, justement. Bien. Tous les États membres des Nations Unies, tous, ont déjà accepté la primauté de la charte. C'est l'article 105, pour dire que si nous devons signer un accord quelconque avec un autre pays, un accord bilatéral ou multilatéral, les engagements que nous prenons dans cet accord-là ne doivent pas être supérieurs aux engagements que nous avons pris dans le cadre du Conseil. Et ils ont dit, en signant la charte, que le Conseil de sécurité agit en notre nom. Quand le Conseil prend une décision, ce n'est pas la décision du Conseil de sécurité, c'est la décision de tous les États membres. Et nous devons l'appliquer, devons respecter. C'est l'article 24, 25, etc. Et donc la résolution 2773 a été adoptée par le Conseil de sécurité sur la base du chapitre 7 des pouvoirs du Conseil de sécurité pour assurer le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. Et cette résolution, il n'y a pas de discussion. Tout le monde, tous les États, que ce soit les 5 membres permanents, les autres États, tous les États doivent respecter. Donc le Rwanda, la RDC, les États-Unis, tous les États du monde doivent exécuter, respecter cette résolution. C'est ce qui explique l'appel de la France, le dernier appel de la France. Mais dans le Rwanda. Ils ne font que retirer ses troupes. Parce qu'ils ne peuvent pas sortir de là. Ils ne peuvent pas se dédire. Et il ne faut pas que nous, du côté congolais, que nous puissions envoyer un message trouble. Commencer à parler de l'accord de Washington. Non, l'accord de Washington lie 2 États. L'accord de Washington ne lie pas les 193 États membres des Nations Unies. C'est la résolution. 2773. Et donc nous devons prendre un marteau, prendre cette résolution comme un coup. Nous devons taper du matin au soir. Messieurs, grande puissance, voilà, votre autorité est bafouée. Faites respecter la résolution 2773 en prenant des sanctions. Parce que vous avez dit que c'est sans condition. Évidemment, il n'y a pas de conditions. Le calendrier, je vous ai dit que on a eu tout. Ça nous a pris beaucoup de temps à la Cour internationale de justice pour arriver à démontrer que la présence des troupes ougandaises dans notre pays est illégale. Parce que le Rwanda disait, mais non, mais chaque fois nous signons des accords avec vous, où vous acceptez qu'on continue. Donc quand nous sommes encore chez vous, c'est légal, ce n'est pas illégal. Et on a développé une argumentation pour convaincre la Cour internationale de justice à dire non, malgré ce calendrier, ces engagements, etc., la présence des troupes ougandaises est toujours illégale parce que le Congo n'a jamais accepté et on a condamné l'Ouganda là-dessus. Et donc, il faut faire très attention. J'alerte la société civile, la société politique, pour qu'on ne se moque pas de la RDC. Alors, professeur, il faut vraiment être vigilant et rigoureux pour savoir qu'est-ce que nous voulons exactement. Au tout début de cette émission, vous avez parlé de ce qu'on a déploré, le fait que avec les troupes ougandaises, ça nous a pris 4 ans pour qu'ils quittent la RDC. Vous avez promis de dire ce qu'il faut faire, mais en même temps, vous avez parlé de la meilleure alternative à un accord négocié. Ça signifie qu'il faut travailler l'armée. Il faut travailler l'armée. Alors, comment travaille-t-on une armée? On en parle, on sent la nécessité ou effectivement cette nécessité d'avoir une armée dissuasive. Comment on l'a travaillé? Je vais vous choquer. Notez ceci. On dit souvent que l'armée rwandaise ou les M23, l'armée rwandaise, a battu l'armée congolaise à Goma, Bukavu, Kalehe, etc. Pour moi, quand je vois les choses à distance, ce n'est pas l'armée rwandaise qui a battu l'armée congolaise. Ah bon? C'est le Rwanda.
c'est l'armée rwandaise qui a battu l'armée rwandaise. Ok. Je répète, et j'assume ce que je dis. À Goma, à Bukavu, au Kalehe, au Rutshuru, etc. C'est l'armée rwandaise qui a battu l'armée rwandaise. La nôtre était infiltrée à ce niveau. Un ami avocat, je vous donne cet exemple. Je parlais il n'y a pas longtemps avec un ami avocat qui assiste souvent au procès des militaires qui sont poursuivis devant les juridictions militaires. Il me dit, professeur, un jour, je suis sorti de l'audience comme une poule mouillée. Un colonel comparé. On lui demande comment vous vous appelez. Il donne son nom. Où est-ce que vous êtes né? Je suis né à Kigali. Tout le monde se tient la tête. Vous êtes né à Kigali. Vous avez fait quelle étude? J'ai quitté l'école en deuxième primaire. Je ne dis pas deuxième secondaire. Deuxième primaire. Deuxième primaire. Deuxième primaire. Okay. Comment vous êtes entré dans l'armée? C'était en 2009, au moment de CNDP, Kondabatoire, brassage. Bon. On avait dit tout simplement, allez entrer. Allez-y. Et il est colonel. Il commande les majors, les lieutenants, etc. Mes chers frères Mamba, Edi Kaniki, Ben, ils sont combien ces gens dans ce que vous appelez notre armée? Mais c'est eux qui étaient déployés sur toute la bande orientale, qui ne voulaient même pas qu'on les affecte ailleurs dans d'autres provinces. C'est des réseaux dormants de l'armée rwandaise. Quand on leur dit retirez-vous, ils se retirent. Ne vous battez pas, ils ne se battent pas. Lesquels Congolais qui sont perdus là-bas, qui ne connaissent pas la vérité, ils voient tout le monde parler. Alors on a un grand travail, hein? Un travail pour travailler à l'armée. Pour qu'elle soit congolaise. C'est l'armée rwandaise qui a battu l'armée rwandaise. C'est mon avis. Les autres peuvent avoir leurs avis, mais c'est mon avis. Je ne peux pas vous dire autre chose. Sinon vous allez mal dormir aujourd'hui. Bon, professeur, quelle attitude? Donc, l'instrument de souveraineté majeure pour un pays, c'est d'abord l'armée. Vous n'avez pas une armée, vous n'avez pas un État. D'ailleurs, un État, c'est quand on a le monopole de la violence. Et quand nous parlons de l'infiltration armée, etc., les gens disent, mais sans savoir comment ça se... Je vous donne un cas, mais j'en ai d'autres. Donc, l'instrument de souveraineté, comme on dit, nous devons commencer par la sécurité, parce que la sécurité va amener le développement. Le développement va nous apporter la stabilité, et la stabilité va nous amener à la Dernière prospérité. question. Et donc, nous devons construire notre meilleure alternative. C'est pourquoi j'ai salué le travail de la MONUSCO, le travail de la Belgique. On est en train de former des brigades, former des choses. Nous devons avoir... avec des Congolais. Hein. Nous devons avoir notre armée à nous. Ah, on l'espère, avec les Congolais. Hein? Oui. Nous devons avoir notre armée à nous. C'est très important. Et ça ne suffit pas. Mais il faut payer correctement ces militaires. Il faut les former, il faut les loger, les nourrir, préparer bien leur carrière pour qu'ils se battent. Vous voyez ce que Poutine fait en Russie? Combien d'argent il paye? Je veux dire qu'il les recrute. Bon, vous allez au fond, combien d'argent il leur donne pour motiver les gens? Donc c'est important que nous puissions faire ce travail-là, d'augmenter notre puissance de feu, indispensable pour qu'on ait un État, qu'on se fasse respecter autour de la table, pas pour aller attaquer les autres pays, non. C'est pour dissuader, protéger notre territoire, protéger notre peuple, protéger nos ressources, protéger nos institutions. Mais l'armée implique qu'on ait une économie qui produit de l'argent pour financer l'armée. Et donc, c'est un problème maintenant de gouvernance économique, de gouvernance sociale. Donc, tout ça, ça va de pair. Et il faut qu'on y travaille, il faut qu'il y ait des cerveaux, des think tanks, il faut créer des think tanks qui peuvent être au service des autorités, à qui le gouvernement peut commander des réflexions, des dossiers, des choses. Oui, nous voulons prendre telle décision. Bon, on envoie dans les think tanks spécialisés qui vont réfléchir. Vous comprenez? Ce sont les idées qui dirigent le monde.
le savoir doit précéder le pouvoir. Le pouvoir. Et donc, ceux qui ont le pouvoir doivent être avec ceux qui ont le savoir, qui vont les aider, tout simplement. Tout simplement. À prendre des bonnes décisions. Il ne faut pas craindre la concurrence. Parce qu'ici, chez vous, on dit, bon, ben, ces gens-là, ils cherchent des postes, ils vont chercher des postes, etc. Non, il ne faut pas être complexé. Non. Notre pays demande que ses meilleurs enfants, qui ont des connaissances dans tel ou tel domaine, de l'économie, de l'agriculture, des finances, etc., soient utilisés par ceux qui sont au pouvoir pour leur donner le savoir, pour qu'ils soient capables de bien pouvoir, de prendre des bonnes décisions. Et donc, c'est un travail qu'il faut commencer à faire maintenant. Qu'il fallait commencer à faire, hein, sans complexe. Qu'il fallait commencer à faire. On a mis la charia avant le... Professeur, il y a une c'est la dernière question et puis on clôture. Merci Ambroise de me le rappeler. Professeur, il y a une question qui me taraude parce qu'on a suffisamment parlé du Rwanda et de l'Ouganda. Ils sont deux pays frères et pays frontaliers que l'on ne nous apparaît jamais. Mais il y a un autre pays qui semble briller par l'hypocrisie, le Kenya. Quelle attitude adopter sur le plan de la politique internationale vis-à-vis d'un pays frère comme ça, qui a reçu les opposants, qui mijote de plans pour le pouvoir en place, mais aussi, et qui a voulu avoir un consul à Goma, et bien sûr les exemples sont légion. Ben, enlevez le mot un pays frère. Il n'y a pas eu de... la RDC n'a pas de pays frères. Okay. Elle n'a quels intérêts? Même les 9 pays ou les 9 pays qui nous entourent là-bas, les 9 voisins. Aucun n'est frère. Il n'y a ni frère ni ami. Ce sont des adversaires géopolitiques. Ok. Pas être naïf. Ce sont des adversaires géopolitiques de la RDC. Il y en a qui sont contents de voir la RDC dans une situation de désordre. Il ne faut pas être naïf. Le Kenya fait ce qu'il fait. Il peut recevoir des Congolais pour faire des réunions, qu'ils fassent leurs réunions. Mais le gouvernement congolais, le peuple congolais qui est ici, nous devons nous organiser pour renforcer la gouvernance économique, politique, économique et sociale. Ça, nous devons nous concentrer sur ça. On n'a pas besoin de créer des conflits avec des... Oui, vous réunissez les gens chez vous là-bas. Vous êtes... Le Kenya n'est pas un pays ami à la RDC. Ses dirigeants, ils ont leurs propres intérêts qu'ils défendent. Alors, nous devons avoir les nôtres et on avance. Allez, puisqu'on a parlé que vous êtes professeur de droit international, donc vous avez quand même la... Allez, excusez-moi, vous avez la maîtrise sur le plan international. Ma question est celle de savoir, pour terminer, est-ce que la République démocratique du Congo a réussi à renverser la vapeur sur le plan international? Parce qu'il y a peu, on a dit que le Rwanda avait les déçus sur la RDC, on va dire sur le plan international, sur l'échiquier international, si vous voulez. Je ne suis pas un propagandiste, mais je dois avouer, reconnaître que le président de la République a fait un grand travail. Aujourd'hui, la voix de la RDC est entendue dans le monde. Ce n'est pas facile d'amener le Conseil de sécurité des grandes puissances à soutenir la RDC. Ils ont des agendas, des intérêts énormes, etc. La résolution du 21 février dernier et la résolution 2773, justement, qui était de ce jour-là, pour moi, c'est une grande victoire diplomatique, politique. C'est l'aboutissement de tous ces efforts-là. Où le monde a pointé le Rwanda, le fauteur de guerre, de désordre, c'est le Rwanda. Il doit partir. C'est pour cela qu'il ne faut pas brouiller ça. Et ça, c'est un résultat très important de la diplomatie congolaise. Maintenant, il faut, comme je l'ai dit, que ce travail diplomatique soit soutenu par une puissance de feu. L'armée doit être au soutien de la diplomatie. C'est indispensable. Et développer notre économie pour générer des moyens pour pouvoir développer cette puissance
Bon, il n'y a pas que l'armée, mais il y a aussi toutes les forces de défense et de sécurité. Tout ça, c'est bien ensemble. Les services de renseignement civils et militaires qui doivent être très efficaces. La mobilisation de l'opinion publique pour des questions de défense et de protection du territoire. Tout ça, c'est très important. Il faut investir là-dedans. Absolument. Donc la diplomatie, il y a eu des succès. Mais il faut appuyer cette diplomatie par une bonne gestion dans le pays et par une armée respectable, dissuasive. Ça, merci professeur, nous sommes arrivés à... Le professeur pourrait quand même donner un mot d'espoir puisqu'on a parlé Rwanda. C'est le mot que je voulais lui donner, c'est le mot que je voulais lui donner, les tout derniers mots pour ce soir, pour ceux qui nous suivent. Oui, pour ceux qui nous suivent, les accords de Washington, déclaration de principe de Doha, tous ces deux processus, sur papier, ça va dans la bonne direction. Il y a des problèmes d'application, d'exécution, de retardement, mais nous devons rester vigilants. Continuons à défendre bec et ongle la résolution 2773, de manière à faire constater aux grandes puissances que votre autorité est bafouée par le Rwanda, qui pose des conditions là où vous avez dit qu'il n'y a pas de conditions, alors que le Rwanda, en tant qu'État membre de la société, est obligé, est tenu d'appliquer la résolution 2773 sans condition. Et donc, nous devons y aller. Mais en attendant, nous devons développer une alternative crédible par rapport à ce qui se passe autour de la table de négociation. Renforcer la gouvernance dans notre territoire, parce qu'un pays qui a des désordres en son sein, qui est faible à l'intérieur, il sera faible à l'extérieur. Parce que la politique extérieure, c'est le reflet de la politique intérieure. Et donc nous devons travailler sur ces tableaux. Diplomatie, oui. Négociation, oui. Tendre la main aux ennemis, c'est bon. Mais nous devons savoir où est-ce que nous allons. Renforcer l'État congolais, renforcer ses capacités, pour que, à terme, que l'État congolais soit capable de défendre les territoires et de protéger notre peuple. Merci professeur Tshibangou Kalala. Ben Limbois d'Antenne A, l'émission Le Rendez-vous, Eddie Kaniki, Univers TV, l'émission Le Plateau Spécial, et moi-même. Vous disons merci d'avoir répondu à nos questions. Nous rappelons que vous êtes professeur de droit à l'Université de Kinshasa, spécialiste de droit international, de droit public et des politiques internationales. Je peux ajouter quelque chose? Oui. Pour terminer là, je voulais signaler ceci, qu'il y a beaucoup de pays au monde qui se préoccupent, qui s'intéressent à la RDC, en particulier pour ce qui se passe à l'est de notre pays. Je suis invité par le Parlement belge. Je serai là le 5 novembre. Okay. Je vais faire une intervention à la Commission des relations extérieures de la Chambre des personnes parlementaires. Sur la RDC? Sur la RDC, sur le conflit à l'Est. Okay. Pour présenter ce qui se passe en tant qu'expert. Okay. Ils ont lu sur tous mes écrits avec les frontières, tout ce que j'ai dit à propos de ce conflit. Et les conférences que j'ai données par-ci par-là. Ils m'ont invité parmi les experts. Nous sommes 5, 4 Belges et moi-même, pour expliquer qu'est-ce qui se passe à l'Est et quelles sont les recommandations qu'on peut faire. Je vais parler de cela. Je vais leur dire, ce partage ici, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on règle ce problème. Je compte sur vous, que vous puissiez me donner vos idées, vos positions, en dehors du plateau, pour que je prépare mon intervention devant le Parlement Parlement belge, le 5 novembre, parce que je vais parler de notre pays et de ce qu'il faut faire pour régler le problème à l'Est. Merci beaucoup, professeur. Le message est entendu. Merci. Non seulement sur ce plateau, mais en dehors du plateau. Merci, professeur. On va vous retrouver prochainement pour d'autres émissions sur les questions des politiques internationales. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par là qu'on termine complètement cette émission. Vous allez retrouver ça sur Univers, Congo Web et Antenne A. On vous retrouve prochainement pour d'autres émissions élaborées. À bientôt. Audio Jungle.